Nous savons tous que la mort est un sujet tabou. Alors pourquoi pas en parler et tous ensemble tenter d'humaniser cette fin de vie qui nous fait si peur. Bienvenue à Face au départ. Bonjour à tous. Aujourd'hui, face à l'aide médicale à mourir, je reçois la médecin Audrey-Anne Lavoie. Allô, Audrey-Anne. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un gros sujet. Et d'emblée, je veux qu'on précise que cet épisode-là, c'est pas pour dire si on est pour ou contre l'aide médicale à mourir, mais plutôt pour parler un peu du côté humain que cette pratique-là a. J'aimerais savoir, ça fait longtemps que tu pratiques l'aide médicale à mourir? Ça fait 4 ans. OK. Puis, est-ce que c'est un processus qui est bouleversant pour toi, là, pour Audrey-Anne, de faire tout ce processus-là? Oui, oui, définitivement. Puis en même temps, je pense que ça l'est probablement pour tout le monde et à des mesures différentes. Mais tu sais, la fin de vie en elle-même, elle est déjà bouleversante, comme une naissance est bouleversante, comme des grands moments émotifs comme ça le sont toujours. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, dans les soins palliatifs, on est un peu habitué de baigner dans cet univers-là, si tu veux. Ouais. L'aide médicale à mourir, quand elle est arrivée aussi, a été rapidement attachée aux soins palliatifs. Oui. Donc, je pense que les collègues qui pratiquent comme moi, rapidement, on s'est un peu habitués, puis on a apprivoisé ce soin-là. Mais tu vois, même si ça fait 10 ans que l'aide médicale à mourir existe, même si ça fait 4 ans que j'en fais, c'est bouleversant à chaque fois. Chaque histoire est différente, chaque famille est différente. Absolument. Puis, ouais, toute fin de vie est touchante. C'est bouleversant aussi pour ceux qui restent. Oui. Parce que c'est quand même c'est un acte qui est, tu sais, c'est la fin de la vie de quelqu'un. Et comment tu vis ça? Tu accompagnes quand même les familles par rapport à ça. Il y a un accompagnement qui se fait avant. Oui. C'est important de le dire. Oui, pour moi, c'est important qu'il y ait un accompagnement pour les familles. C'est capital. Parce que même si collectivement, on commence à s'habituer au fait que ça existe, on connaît de plus en plus de gens autour de nous qui l'ont vécu. Fait que, ça a cheminé, mais ça reste que peu de gens encore ont assisté. Fait que quand ça arrive dans ta famille, que tu dis 2 heures, je vais vivre ça jeudi après-midi, il y a déjà quelque chose de vraiment particulier psychologiquement. Il y a un poids, hein, savoir mon père va décéder à une heure précise. Oui. Pouvoir compter les heures, c'est vraiment particulier. Oui. Je pense que les gens ont besoin d'être accompagnés là-dedans et de savoir comment ça va se passer, dans la pièce, les changements, comment qu'on vit ça. Et puis encore là, c'est un soin qui est quand même très médical. Hein? Puis heureusement, ça se fait pas toujours dans un hôpital, mais la majorité des aides médicales à mourir se font à l'hôpital. Ouais. Puis on sait comment dans un milieu hospitalier, les gens on se sent pas à notre place, on veut pas déranger. Ouais. Il y a toute une machine, c'est froid autour de ça. Fait que c'est important, je pense, de rencontrer les familles avant, de parler de tout ça, de leur donner déjà leur place, en leur disant ça va se passer comme ça, puis vous allez avoir le droit de me parler, vous allez avoir le droit de sortir pendant si vous avez besoin d'une bouffée d'air. Si vous sortez, vous allez avoir le droit de revenir pendant aussi, vous ne dérangerez pas en aucun cas là-dedans. Je pense que ça, c'est important. Puis moi, je fais toujours cette rencontre-là sans la personne qui va recevoir l'AMM, dans le fond, de vraiment créer un espace de discussion pour lequel les familles vont pouvoir exprimer tout ce qu'ils ont à dire sans que le patient soit là. Dans le sens où, des fois, il y a des choses que tu te censures, là, quand ton proche va vivre ça. Si t'es pas d'accord, tu le diras peut-être pas. Des fois aussi, toute la phase après, une fois que le décès est survenu, la maison funéraire, là, c'est plate de parler de ça devant ton proche, mais en même temps, les gens ont besoin de savoir ça. Oui. Fait que, moi, on retire, on se fait un espace de discussion juste entre nous, on élabore tout ça, puis je crois que ça adoucit un peu le moment. Il faut qu'il y ait un accompagnement aussi, puis on parle de rituels souvent dans la fin de vie. Les rituels sont importants aussi quand il y a une aide médicale. Souvent, j'entends des aides médicales, j'entends des très belles choses qui entourent l'aide médicale, des moments magnifiques que les gens ont vécus, mais j'entends énormément de moments que c'est pas très beau, c'est pas très agréable à vivre non plus, et c'est très dérangeant dans le deuil, dans le deuil qui commence et tout ça, mais pour ceux qui restent, c'est très dérangeant, et c'est là que l'accompagnement, les rituels, faut dire aux gens de ne pas avoir peur d'aller chercher quelqu'un qui va, un intervenant en soins spirituels ou quelqu'un qui va vraiment créer un moment
Moi, je le dis, j'aime créer des moments. Je m'en cache pas, les rituels, pour moi, ça fait partie de ma vie. Créer un moment, c'est hyper important, encore plus dans un moment comme celui-là qui est chargé d'émotions. Moi, je suis complètement d'accord avec toi parce que des fois, c'est encore trop campé dans un soin. Hein, Ouais. dans le côté très médical, la chose. Puis bien que c'est vrai que c'est un soin médical, c'est bien plus que ça. Et en fait, c'est plus un moment important qu'un soin important. Oui. Parce que c'est la fin de vie de quelqu'un quand même. Là. Il y a toujours quelque chose pour moi qui est sacré là-dedans, qui doit se vivre en famille. C'est propre à chacun. On a toute notre définition déjà de qui est notre famille et tout ça. Mais je veux dire, ce moment-là, je suis d'accord avec toi, doit se vivre dans un rituel important qui représente qui on est, qui représente les liens qu'on a faits. Un peu on le sait en soins palliatifs, dans les périodes de fin de vie, tout le monde vit ou presque un bilan de vie. On se remémore qui on a été, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous. C'est comme important aussi pour moi que ça vienne se boucler aussi au moment du rituel, qu'on revienne là-dessus. Je pense que ça permet d'avoir un moment qui va être beaucoup moins froid. On l'a dit tantôt, comme le côté médical-hôpital peut l'être. Moi, les aides médicales à mourir que j'ai trouvées les plus difficiles, c'est souvent ceux où, dans la préparation qu'on a eue avec la famille, on n'a pas réussi à créer ce lien-là où tout le monde réussit à être vraiment assez à l'aise pour que pendant le soin, on puisse laisser sortir les émotions. Puis je trouve que souvent le rituel vient aider là-dedans, justement, des fois avec juste de la musique ou si on parle à travers, s'il y a un témoignage pendant, il y a plein de façons de le faire, mais ça va faire en sorte qu'on va être moins intimidé peut-être de parler ou de faire du bruit. Puis des fois, c'est bête, mais j'ai eu une famille qui... On a senti l'émotion monter, on a senti les gens qui avaient envie de pleurer, mais qui ont tout refoulé parce qu'il y avait un silence complet dans la pièce. Puis là, justement, on dirait, quand c'est si silencieux, tu veux pas être celui qui brise le silence. Donc, on a senti là, à quel point c'était chargé. Puis quand finalement, on s'est retiré, là, on a entendu que tout le monde, ça l'a éclaté en sanglots, mais... Moi, j'aurais aimé ça ou j'aurais l'impression que ça se serait peut-être mieux passé dans ma définition à moi si pendant, au moment où l'émotion est montée, on avait été capable de la laisser sortir, de l'accueillir, d'en parler pendant. On a des familles qui, déjà quand la personne va s'endormir, commencent déjà à se remémorer. Hey, en tout cas, il nous a fait rire jusqu'à la dernière seconde. Ah oui, puis là, déjà, on parle de qui est cette personne-là, plutôt que de... On crée un moment. On crée un moment, Je pense qu'il y en a aussi ou plutôt, je dirais que c'est important de s'écouter aussi. Parce que, tu sais, on dit, oui, la famille va tout être là. Tout le monde va être là. Mais c'est important de demander à chacune des personnes. Et c'est important que chacune des personnes qui fait partie de la famille se pose la question. Est-ce que j'ai envie d'être là? Est-ce que ça va être trop difficile pour moi? Mais de s'écouter comme ça, il n'y aura pas de regret, il n'y aura pas de remords, il n'y aura pas... Ça donne le droit, hein? Tu sais, puis peut-être que plus tard, tu vas dire, finalement, j'aurais pu être là, mais tu peux pas t'en vouloir parce que tu auras pris la décision éclairée à ce moment-là. Oui, en fonction de ce que tu avais besoin à ce moment-là. Oui. Tu as raison, je pense que... Des fois, j'ai quasiment l'impression qu'on est rendu à l'époque, 10 ans plus tard, où c'est tellement accepté que tu es obligé de l'accepter. Oui. Quand ton proche demande l'aide médicale, on entend Oui. beaucoup, de familles se dire, c'est son choix, on respecte. Ben oui, je comprends très bien qu'on respecte, mais peut-être ça te fait de la peine, peut-être tu n'es pas capable d'être là, peut-être tu as besoin de prendre de l'air, de prendre du recul. Toutes ces réactions-là sont normales et ça ne veut pas dire que tu ne respectes pas ton proche pour ça. Mais je ne suis pas certaine que tout le monde se donne le droit. Puis ça revient à notre accompagnement. Des fois, j'ai l'impression que comme intervenant extérieur, c'est peut-être plus facile pour nous de les amener là-dedans, de leur faire prendre conscience que attends, je sais pas comment tu te sens vraiment toi là-dedans. Tu sais, des fois, on gratte juste un petit peu, puis l'émotion va ressortir. Parce que le réflexe naturel des gens, ça va être le refouler, de dire il faut que j'accepte, il faut que je sois là, il faut qu'on le soutienne. Il faut. Sans s'écouter. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a des gens qui changent d'avis dans le processus aussi. Il y en a qui prennent la décision, puis on en parlait un peu avant le tournage, qu'il y a des familles, des fois, qui disent, ben là, il est prêt, il l'a demandé hier, là. C'est maintenant, là. T'sais, pourquoi qu'on le fait pas? Pourquoi on le fait pas déjà aujourd'hui? Oui. Il y a une réponse à ça. Oui. Puis ça, dans les changements de la loi qu'il y a eu, au départ, il y a eu une période où, quand la personne demandait l'aide médicale à mourir et signait son formulaire, on avait un 10 jours d'attente obligatoire avant de pouvoir procéder. Ce 10 jours-là était parfois mal vécu, puis on le comprend dans le sens où la maladie, parfois, ne permet pas 10 jours d'attente. Non.
Et donc, ça a été retiré. Ça amenait aussi des fois des gens qui allaient s'empêcher de prendre leurs médicaments pour ne pas perdre leur aptitude pendant ces 10 jours-là. Tout ça. Donc, je ne dis pas que c'était nécessaire ou que c'était une bonne affaire, le 10 jours. Je pense que c'est correct qu'on l'ait enlevé. Mais il y avait un élément qui était bien de ça, c'est que ça ralentissait un petit peu le processus. Oui. Tout le monde savait qu'on ne peut pas aller plus vite que ça. Et ça créait encore là un moment où on n'a pas le choix de toute façon, quand la personne nous parle d'aide médicale à mourir, de prendre le temps de s'assurer que c'est bien réfléchi, que la décision se maintient dans le temps. Puis, ce temps-là n'est pas un temps où on se donne comme mission, comme équipe, OK, on a 4 jours pour le faire changer d'idée. Pour moi, c'est certain que c'est pas ça l'objectif. Oui. Mais oui, c'est arrivé pendant des 4-5 jours qu'on prend le temps de préparer les formulaires, de remplir les papiers, de discuter avec la personne qu'en bout de ligne, l'idée change. Je pense que la vie, c'est des hauts et des bas. Il y a des périodes aussi où, dans un bas, on voit pas de sortie potentielle. Ouais. Puis que finalement, quelques jours plus tard, il y a une sortie qui s'est présentée où il y a encore du beau dans notre fin de vie qui est arrivé. Ce moment-là, pour moi, il est important. Puis bon, des fois, il est plus difficile, effectivement, à faire accepter par les proches ou par la personne elle-même en disant, bien, il va falloir me laisser un petit peu de temps pour préparer tout ça. Tu disais aussi au début, c'est-tu bouleversant à vivre? Moi, ça m'a pris quand même longtemps, là, je dirais en années certainement, avant de me sentir à l'aise de dire au patient à lui-même, c'est pas banal pour moi non plus, dans le fond. Oui. Dans le sens où je ressentais moi-même une certaine pression à, bien, c'est sa fin de vie, il veut décéder de cette façon-là, à ce moment-là, tu peux pas lui refuser ça. Oui. Et ça m'a amené, tu sais, encore là, tu dis de ne pas s'écouter, moi, ça m'a amené à un moment donné à en faire 2 dans la même journée. Parce que j'ai eu 2 personnes qui m'ont demandé, c'est important pour moi, jeudi, telle heure, tel moment, je trouve ça génial. Ouais. Puis là, je me disais, oh, je peux pas leur dire non, tu sais. Ouais. Mais moi, en faire 2 dans la même journée, c'était pas une bonne idée. Non. Ça a été très difficile pour moi. Et même dans l'accompagnement pour les familles, je n'ai pas été aussi disposée que j'aurais voulu, mettons. Tu sais, quand tu t'en finis un premier, qu'il faut que tu partes à la course. Ouais, ça devient machinal. Tu sympathie, mais là, je m'excuse, on a le prochaine rencontre, prochaine famille. Tu sais, oui, le constat après ça de dire non, ça peut pas être comme ça. Ouais. Puis à partir du moment, tu sais, cette pression-là venait définitivement de moi parce qu'à partir du moment où j'ai été capable juste de le dire aux patients, bien, vous savez, tu sais, cette journée-là, je vous accompagne, mais c'est moi qui va vous donner la mort. Tu sais, on fait ça ensemble. Ouais. Il faut qu'on trouve un moyen pour que les deux, on soit à l'aise. Ça vient expliquer aussi ce 4-5 jours-là en disant, moi, j'entends que vous avez réfléchi à ça depuis un moment, votre décision est prise, je vais vouloir la comprendre, tu sais. Prenez le temps de me l'expliquer, on va pouvoir le vivre ensemble. Au final, ça se vit bien, tu sais. Une fois que c'est expliqué comme ça, j'ai jamais eu de patient qui m'a dit que ça n'a pas de bon sens, tu sais. C'est excessivement humain, ce que tu fais comme approche aussi, comme tous les médecins majoritairement, j'imagine, qui pratiquent l'aide médicale. Il faut qu'il y ait ce côté-là humain, sinon ça peut pas être un geste banal. Il faut pas. Il faut pas que ce soit banal. Ouais. Il y a des gens qui... il y a des raisons pourquoi les gens demandent. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, parce que je sais que moi, j'en ai entendu plusieurs que il y a des raisons qui ressortent majoritairement tout le temps. Pourquoi on demande l'aide médicale? Bien, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que j'ai l'impression que le projet de loi a été construit ou que collectivement, on a adopté cette idée-là beaucoup face à la souffrance physique, en se disant, tu sais, dans la fin de vie, les douleurs, les inconforts, l'agonie, cette période-là, pas de sens. Puis bien que ça, c'est vrai, ce qu'on réalise depuis qu'on fait l'aide médicale à mourir, ou en tout cas, moi, ce que je vois dans ma pratique, les gens, c'est pas tellement pour ça qu'ils le demandent, finalement. Ouais. Oui, des fois, on a cette crainte-là, mais les soins palliatifs sont vraiment plus performants qu'ils l'ont déjà été. Des patients, vraiment, que j'ai, qui vont décéder en souffrance, sont minoritaires. T'sais, on réussit habituellement à bien les soulager. Oui. C'est beaucoup la souffrance psychologique qui prend toute la place. Dans la, tu me demandais les raisons, là, mais la perte de sens, de dire, ben je fais plus rien, je suis au fauteuil toute la journée, donc je ne sers à rien. Cette perte de dignité-là aussi, qui fait qu'on a besoin que les proches nous aident, de se faire alimenter, de se faire nettoyer. On se sent comme un fardeau, c'est des choses qu'on entend beaucoup, là, de dire, ben là, mes enfants sont obligés d'arrêter de travailler pour prendre soin de moi. On a l'impression que les gens mettent leur vie sur pause pour nous, puis on trouve ça inacceptable. On sent qu'on est un fardeau, puis c'est ça qu'on veut pas. Il n'y a personne qui veut être un fardeau. Beaucoup. Ça, je l'entends souvent. Ouais. J'entends aussi, curieusement, ça rime à rien. Tant qu'à attendre la mort, je fais rien, j'attends ça, aussi bien l'avoir maintenant. Comme si cette période d'attente-là, dans le fond, est vide complètement. Il n'y a plus rien qui a de la place dans la vie à part la maladie et la mort.
Puis c'est pour ça que moi, je suis convaincue que bien qu'on développe toujours le côté médical, les pilules, les traitements, ça va, mais il faut vraiment qu'on travaille à développer notre accompagnement pour voir, bien, est-ce qu'il n'y a pas moyen dans cette étape-là de voir autre chose qu'une maladie, qu'un fardeau. Oui. Ouais. Oui, parce que, tu sais, il y a une façon de ne pas être un fardeau. Il y a des maisons de soins palliatifs qui existent pour ça, où on n'est plus un fardeau, où justement, il n'y a plus de douleur, la douleur est mieux contrôlée. Fait qu'il y a d'autres options qui font en sorte peut-être que les gens peuvent Absolument, qu'on peut décharger les familles pour un peu justement arrêter de sentir ce fardeau-là. Mais tu vois, c'est fort ce sentiment-là. Ouais. On a souvent même des patients à la maison de soins palliatifs qui se sentent un fardeau pour l'équipe. Puis là, qu'on essaie de leur dire, ben non, mais c'est mon travail, tu sais, moi, c'est pas un fardeau pour moi, là. Moi, je suis payée à faire ça, j'ai choisi de faire ça de ma vie. Mais tu vois que ce sens-là de fardeau va loin quand même comme collectivité. Tu sais, en Amérique du Nord, on est des gens travaillants de productivité, des gens occupés, avec un rythme de vie qui est quand même rapide beaucoup. À partir du moment où on sent qu'on est arrêté, on sert à rien. Puis moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans les maisons de soins palliatifs, parce que parfois, effectivement, juste dès qu'on décharge le fardeau, entre guillemets, de la famille, puis qu'on l'amène sur une équipe médicale, ça va apaiser les gens. Tu sais, il y a des gens pour qui vraiment ça les soulage. Puis on arrive à voir dans cette période-là, ben, même si je ne fais rien au sens de production, ils apportent encore énormément. Les familles viennent, les discussions, les échanges, tu sais, des réconciliations de dernière minute, des célébrations aussi de vie qu'on va faire, des gens qui vont dire « OK, je vais rassembler toutes mes prochaines dernières fois. » Il y a encore tellement de beau dans ces étapes-là. Il m'arrive d'accompagner des gens qui veulent parler de leur cérémonie et je m'en vais les accompagner à la maison de soins directement ou à domicile, puis je prépare leur cérémonie avec eux. C'est super beau. Moi, je dis toujours que la fin de vie, c'est un processus de croissance en accéléré. Fait que, puis on le voit dans les maisons de soins, on le voit quand tout est confortable, quand il n'y a plus de souffrance et tout ça, comme tu dis, il y a des réconciliations, il y a des moments, puis il peut y avoir des trucs qu'on escamote un peu si on prend l'aide médicale, mais je ne suis pas contre du tout, j'ai un grand respect pour ça. J'ai vu des gens aussi, qu'en sachant qu'ils ont l'option de le demander, devenir anxieux. En se disant, je me souviens d'un monsieur à la maison de soins palliatifs qui disait « Là, je suis très anxieux depuis hier parce que je sais que je pourrais demander l'aide médicale à mourir. » Puis j'avais répondu « Bien, si vous êtes anxieux, c'est parce que c'est pas pour vous. Puis peut-être que dans une semaine ou deux, ça changera. Mais on n'est pas obligé non plus. » Puis tu as raison. Des fois, juste avoir l'option d'avoir l'aide médicale à mourir, à l'inverse aussi, des fois, ça rassure. Des fois, j'ai des patients qui, finalement, ont fait tout leur parcours de fin de vie, ils l'ont jamais demandé, en ont parlé à quelques étapes en se disant peut-être, je me la garde comme en poche, dans ma poche arrière. Si effectivement, finalement, ça devient insupportable puis je souffre trop, j'aurai une porte de sortie facile. Tu sais, ça peut être rassurant. Puis qui finalement n'ont pas eu besoin. On a des gens aussi qui ont fait formellement le processus d'aide médicale à mourir, qu'on a fait les signatures, qu'on a fait les évaluations, qui n'ont jamais été capables de se rendre à l'étape de mettre vraiment une date, de décider quand est-ce que je vais partir. C'est pas évident non plus. Puis des fois, c'est là qu'on prend peur en se disant, ben non, c'est trop vite, c'est trop dur. Il y a de tout. Puis on a des gens qui étaient convaincus, qui nous ont toujours dit, moi, c'est sûr que c'est ça que je vais demander, c'est certain, c'est certain. Puis qu'avec l'évolution de la maladie, finalement, oups, c'était plus certain. Puis il y en a qui le décident même en pleine santé. Je connais plein de monde qui disent, moi, s'il m'arrive ça, c'est sûr et certain que je demande l'aide médicale à mourir. Mais tu peux pas savoir. Mais moi, je trouve que quand on dit ça, ça reflète vraiment deux choses, à mon avis. L'anticipation, des fois, l'image qu'on se fait de la mort, parce que je trouve qu'on n'est plus exposé vraiment. On vit pas ça aujourd'hui, là. J'ai l'impression quand même que si on remonte il n'y a pas si longtemps que ça, les gens décidaient davantage à la maison, dans les familles, on était exposés sur place. Je dis pas que c'était mieux, mais on côtoyait davantage ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup cette image-là aussi. Des fois, quand les patients deviennent vraiment, vraiment plus proches de leur fin de vie, ils veulent plus de visite. On veut pas que les gens gardent cette vision-là, nous voient comme ça. Donc, c'est correct, mais ça fait aussi que nous, comme collectivité, bien, la mort aujourd'hui, on ne sait pas toujours ça ressemble à quoi. Fait que quand on est en pleine santé, qu'on imagine ce que ça peut être, bien, on imagine toujours gros et négatif. Fait qu'on se dit, moi, si je suis pour me rendre là, ça me tente pas. Puis j'ai l'impression aussi que c'est le reflet beaucoup du fardeau. De dire, moi, en ce moment, je suis en pleine forme, je fais plein de choses, je suis productive. Si un jour je perds ça, je vais vouloir l'aide médicale à mourir. Mais, Qu'est-ce que l'aide médicale à mourir révèle dans le rapport collectif, dans la dignité, selon toi? C'est une grosse question. C'est une grosse question.
Puis après, c'est une opinion personnelle, mais pour travailler beaucoup ou presque exclusivement en fait avec la population âgée, Ouais. autant en fait avec des gens donc, qui sont malades en soins palliatifs vraiment vers une fin de vie que Ouais. des personnes âgées qui sont encore en forme mais qui sont encore autonomes mais qui se trouvent plus productifs, qui se trouvent justement en résidence et tout ça. Je te dirais que c'est un discours qu'on entend beaucoup. Ce fardeau-là, cette perte d'autonomie, cette perte qui va automatiquement dire perte de dignité. Hein? On dirait que Oui. dans notre société, si t'es pas autonome, tu as perdu ta dignité. Oui. On l'associe, nous. Oui. Ils ont pris beaucoup de place dans notre société. Hein? Ils sont beaucoup à l'écart. On a l'impression qu'ils sont un fardeau encore là, qui coûtent cher, qu'on paye en résidence, qui font rien. Et c'est vraiment une vision qui est intériorisée par tout le monde dans le sens où, moi, je te dis ça, mais pas parce que j'ai entendu des enfants de mes personnes âgées me dire que ça, là. Non, non. C'est toujours la personne elle-même qui me dit « je ne sers plus à rien ». Ils sont d'accord avec cette vision-là. C'est triste. C'est triste pour moi. Puis en même temps, j'y crois pas, c'est pas vrai, tu sais. C'est la façon qu'on a structuré nos choses, mais je trouve vraiment que les personnes âgées ont beaucoup à apporter dans leur connaissance, dans leur expérience. Comme jeune adulte, c'est donc pratique d'avoir grand-papa, grand-maman qui sont disponibles pour s'occuper des enfants, pour cette collaboration-là, peu importe à quel âge, c'est toujours le même réflexe. Quand on sait pas trop quoi faire, on appelle nos parents qui sont passés par là avant nous. Ils sont des bons guides à travers les étapes de la vie. Je trouve vraiment qu'on pourrait travailler collectivement davantage à redorer cette vision-là, puis à recommencer à juste le percevoir, qui sont encore aidants dans beaucoup de choses. Oui. Moi, dernièrement, j'ai commencé à m'impliquer dans un conseil d'administration, puis finalement, qui y a dans un conseil d'administration de presque tout? Les retraités, tu sais. Ils ont le temps de porter sur leurs épaules. Donc, tu sais, je pense qu'on a beaucoup à travailler cette vision-là qui nous a amené, tu sais, je pense que l'aide médicale à mourir a été la suite de cette perception-là, qu'on doit être productif, qu'on doit travailler. Quand on ne travaille plus, finalement, on sert à rien, on est un fardeau. Donc là, est arrivée cette idée-là, on va soulager les gens de leur fardeau. Initialement, uniquement des gens qui étaient déjà dans une fin de vie, puis qu'on se dit, ultimement, on les aide à traverser cette étape-là, mais ils sont là. Puis après, est arrivé d'autres groupes qui ont dit, nous aussi, on se sent un fardeau, nous aussi, on aimerait pouvoir être délivrés de notre fardeau. Fait qu'on a travaillé notre loi pour dire, OK, on va aller permettre ça. Puis là-haut, il y a toujours d'autres groupes. Puis c'est correct si c'est ce que notre collectivité veut faire, mais c'est sûr que moi, je me pose la question, est-ce qu'au lieu d'élargir pour que toujours tout le monde puisse être délivré du fait qu'il est un fardeau à travers la mort, est-ce qu'on devrait accompagner davantage aussi pour changer notre perception? Mais tellement. Est-ce qu'on peut ne pas être un fardeau malgré notre condition de santé, finalement? Andréane, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, je vais pratiquer l'aide médicale à mourir? Moi, je trouve que je suis dans les chanceuses de mes collègues, entre guillemets, dans le sens où, quand moi, j'ai été résidente en formation, c'était déjà dans le portrait, ça, l'aide médicale à mourir. Fait que ça m'a permis d'assister à mes premières expériences en n'ayant aucun rôle à jouer, en fait, en étant complètement observateur comme étudiant, juste apprivoiser comment ça se passe, comment ça se déroule, pouvoir observer en même temps un collègue qui lui, le fait, tu sais, les gestes, les paroles qu'on dit, comment ça fonctionne. Ça m'a, je pense, permis, c'est ça, de tranquillement, pas vite, me tremper dans l'univers de l'aide médicale à mourir. Apprivoiser. Oui, sans tout de suite porter le poids que ça porte sur nos épaules quand c'est nous qui sommes vraiment administrateurs. Ceci étant dit, la première aide médicale à mourir à laquelle j'ai assisté comme étudiante, je l'ai trouvée très, très, très émotive. C'est sûr aussi que quand on n'a pas de rôle à jouer, on est vraiment dans l'observation du moment. J'étais beaucoup plus en phase avec, disons, toute l'émotion dans la pièce, la tristesse de la famille. On dirait que je la ressentais beaucoup. Fait que j'étais sortie de cet événement-là en me disant, c'est vraiment beau, tu sais, un beau moment, mais tellement triste. Puis je sais pas si je serais capable de faire ça, moi, comme travail. Puis en même temps, je trouve que quand on a vraiment un rôle à jouer, c'est un peu un échappatoire aussi d'une certaine façon. Je trouve que ça m'aide, moi, dans mon émotivité, parce que j'ai un geste technique à faire, j'ai des réflexes, donc qui me permettent des fois de m'échapper du moment qui est en train de se passer. Mais tu vois, l'aide médicale à mourir qui m'a permis à un moment donné de dire, OK, oui, je serais capable de faire ça, ou j'aurais envie, en fait, d'accompagner mes patients dans cette étape-là. Ça a été la première fois, parce que comme étudiant en médecine, souvent les professeurs veulent juste nous exposer. Donc, tu sais, on m'attrapait, je fais un aide médicale à mourir ce matin, veux-tu assister? Oui, pas de problème, mais je connais pas la personne, je connais pas la famille, je connais pas l'histoire. T'as pas de lien émotif. On assiste aux gestes, on digère le côté technique, on quitte.
Après ça, tu sais, il est arrivé vraiment un moment dans ma résidence en soins palliatifs où ma patiente à moi, que moi je suivais dans ma tournée, a fait sa demande d'aide médicale à mourir, que j'ai accompagnée là-dedans du mieux que j'ai pu avec ma patronne et pour qui on a administré son aide médicale à mourir. Puis bien sûr, c'est pas moi qui le donnais, mais j'étais dans la pièce. Ouais. Donc là, d'avoir ces discussions-là avec elle, pourquoi l'aide médicale à mourir, comment qu'elle se sent là-dedans, Ouais. tu sais, arriver à vraiment comprendre plus Ouais. le cheminement humain derrière. Ça m'a aidée. Et ça a été tellement un bel aide médicale à mourir. Là. Cette dame-là, elle était veuve. Elle avait, puis tu sais, d'un grand amour là, de cet homme-là qui a été l'amour de sa vie puis qui nous en parlait tout le temps. Qui, ce matin-là, avait fait venir de la maison de sa sœur, qu'elle lui amène la petite urne de son mari qu'elle avait dans ses mains. Quand son mari était malade et en fin de vie, elle a fait une œuvre d'art là, qui représentait en fait qui qu'il était. Puis qu'elle avait eu le temps de lui présenter. Puis tu sais, il en avait parlé puis qu'ils en avaient ri ensemble. Donc là, elle l'avait devant elle, tu sais, devant son lit d'hôpital, dans le fond, qu'on avait orienté vers son œuvre d'art. Elle avait son urne dans ses mains. Un petit bisou, mon amour, je m'en viens, tu sais. Wow! Ça a été vraiment quelque chose. Puis comme je te dis, tu sais, super émotif, mais en même temps, on dirait que c'est là que j'ai compris, c'est beau. C'est vraiment beau aussi, ça. Tu as vécu des rituels, tu as vu des rituels. Est-ce que tu peux nous en conter un qui t'a vraiment marqué? On va sûrement terminer là-dessus. On est rendu vers la fin, mais je trouve ça important. Il y en a un que j'ai vraiment trouvé... en fait, il y a plusieurs façons de le vivre, mais il y en a un qui m'a vraiment marqué parce qu'il est venu de la personne elle-même. Là. Okay. Ce monsieur-là, justement, nous avait un peu... Il nous disait d'avance, je vous prépare une surprise. Je vous prépare une surprise pour ma journée. Puis au moment de son soin, quand on est tous arrivés dans sa chambre pour lui demander est-ce qu'il est prêt, c'est toujours ça qu'il veut, tout ça, il nous a dit oui, puis il nous a dit bon, faites ma surprise. En se frottant les mains, là, je vous prépare quelque chose. Il s'était préparé 3 chansons qu'il avait choisies vraiment spécifiquement, qu'il a fait passer en chantant chacune des chansons. Puis avant, il nous introduisait « OK, alors ma première chanson, c'est celle-là, pour telle raison. » C'est toutes des chansons qui évoquaient quelque chose pour lui, toutes des chansons dans la bonne humeur, qu'on a chanté tout le monde ensemble, qu'on a ri, qu'on a pleuré. Tu sais, chanson après chanson. Ouais. Puis la dernière, justement, était une chanson plus d'au revoir. Puis là, il a dit, celle-là, je la mets, c'est pour vous faire mes adieux, je suis prêt, puis je veux pas entendre la fin. Fait que, tu sais, pendant la chanson, après ça, on a commencé le soin. Puis il est parti tout doucement là-dessus. Ça a été vraiment touchant. Il y a une façon de faire, parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu sais, que des fois, ça peut être difficile pour les proches et tout ça, sauf si on crée des moments comme ceux-là. Pour pas qu'on fasse juste retenir l'acte et tout ça, mais d'avoir créé quelque chose collectivement, d'avoir pu vivre l'émotion aussi. Ouais. C'est hyper important. Fait que j'imagine que tu as plein de belles histoires aussi qui entourent l'aide médicale à mourir. Oui, parce qu'il y a plein de façons de le faire, mais il y a vraiment beaucoup de façons de rendre ce moment-là extrêmement beau, en famille, en proche, entre amis, peu importe, mais entre humains. Absolument. Audrey-Anne, je te remercie infiniment, Audrey-Anne Lavoie, d'avoir accepté, parce que c'est un sujet qui est délicat, mais c'est un sujet qui fait partie de la vie maintenant, puis qu'il faut apprivoiser de plus en plus. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci.